donner ce diagramme, hein, comment à partir de l'équation de réaction, on arrive à faire le lien entre un matériau métallique, les réactions qui vont se produire lorsqu'on est en présence d'oxygène et voir un petit peu comment tout ça se classe. Donc, on se retrouve finalement avec le diagramme qui est ici. Donc, bon, je vais détailler un petit peu après pour vous montrer un petit peu comment on utilise ce genre de diagramme. Dans tous les cas, les informations importantes qu'il faut retenir concernant ce que nous apporte ce diagramme, c'est que globalement, il va déjà permettre de nous dire si en fonction de pression, de la température et de la pression partielle d'oxygène, on va avoir un métal qui va s'oxyder. Ce qu'il faut retenir également, c'est qu'en gros, plus le métal qui est considéré va être bas dans ce diagramme-là, plus il va former des oxydes stables et donc plus il va avoir tendance à s'oxyder facilement. Donc en gros, plus on est bas dans le diagramme, plus l'oxyde va se former facilement, notamment en plus basse température, ou des pressions partielles en oxygène plus faibles. Et ce qui permet également, c'est de comparer en fait la stabilité des oxydes entre eux, et notamment, ça va nous donner l'information en présence de deux matériaux métalliques, lequel va former l'oxyde le plus stable et lequel des deux matériaux métalliques va s'oxyder préférentiellement. Autre point important sur lequel j'avais commencé à insister la dernière fois, ça concerne principalement une information que nous donne ce diagramme, c'est qu'en gros, il nous renseigne sur le sens de la réaction. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu. On voit sur le diagramme ici que globalement, on part toujours du métal en présence d'oxygène et on va former les oxydes. Donc, ça nous donne des informations sur le sens de la réaction en fonction de la pression partielle d'oxygène qu'on voit ici et de la température. Mais ça nous dit à aucun moment à quelle vitesse ça va se produire. Donc, c'est juste un aspect thermodynamique globalement du système. Qui va nous donner l'information sur le sens d'évolution du système, mais ça va nous donner aucune information sur la vitesse à laquelle va se produire la réaction. Et donc ça, ce sera un aspect cinétique qu'on verra un petit peu plus loin dans le cours, probablement la prochaine fois. Mais là, aujourd'hui, on va surtout se focaliser à comprendre un petit peu comment on utilise ce diagramme-là et quelles sont les informations qu'on arrive à en tirer en application. Donc voilà pour les rappels sur la fin du cours de la semaine dernière. Donc pour la suite, je vais repasser en mode diaporama parce que comme il y a des animations, ce sera plus simple. Donc pareil, n'hésitez pas à m'arrêter si jamais vous avez des questions. Donc là, j'ai représenté de manière un peu plus schématique le diagramme d'Ellingham. Bon, je l'ai un peu nettoyé pour que ce soit un peu plus lisible, parce que comme vous voyez sur le diagramme d'Ellingham ici, il y a pas mal de métaux qui sont concernés, donc c'est un petit peu pas forcément simple à lire au premier coup d'œil, que vous compreniez bien et que vous ayez les informations nécessaires. Et j'ai fait un petit peu le ménage sur le diagramme pour me concentrer sur quelques cas d'application qui vont permettre un petit peu de comprendre ce diagramme-là. Donc, c'est exactement la même représentation que tout à l'heure. Donc, sur ce diagramme, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un axe qui est la température, donc qui part de 0 degré jusqu'à 1600. On peut toujours extrapoler, mais là, je vais arrêter à 1600 degrés, parce qu'après derrière, on a assez peu d'applications existantes. Après, on verra pourquoi j'ai mis le 0 absolu, parce que normalement, on fait plutôt les calculs, notamment en thermo, on travaille plutôt en degrés Kelvin plutôt qu'en degrés Celsius. Donc on verra pourquoi c'est important de garder en tête ce moins 273 qui représente le 0 absolu. Donc ça, on a un axe des abscisses qui est la température. Alors on peut le retrouver selon le diagramme, on peut le retrouver en haut, en bas, peu importe. Il y a toujours cette information-là qui est au niveau de l'axe des abscisses. Autre information qu'on a, je ne veux pas les messages en même temps. Barrer la barre du de partage d'écran. Ça là. Ce truc-là.
faut pas trop. Pas. Ok. Bon, pour l'instant, je vais. Non, je vais rester comme ça. Ça vous gêne plus là, c'est bon? Parfait, merci. Ok, ouais, c'est plus facile quand je suis en diapo. N'hésitez pas plutôt à prendre la parole direct Oui, sur oui, le autant micro. pour moi. C'est plus simple parce que ça m'évitera de switcher. Donc, D'accord, ouais, ça prenez marche. plutôt la parole comme ça. Ok. Merci. Donc, ce que je disais, en abscisse, on a toujours la température, hein, qui sont en dessous ou en dessous. On peut le retrouver là, on peut le retrouver là. En ordonnée, on a également la variation d'enthalpie libre, hein, ou également, hein, comme je l'ai mis ici, hein, ce qui représente le RT log de la P2O2, qui s'exprime en kilojoules par mol d'O2. C'est pour ça que je vous disais, hein, depuis le début, hein, je vous rappelle, hein, on normalise systématiquement les réactions à une mol d'O2. Et également, on a un autre axe, hein, qui est présent ici, hein, qui démarre de là et qui fait tout le tour du diagramme, qui représente la pression partielle en oxygène. Donc ça, c'est toutes les informations déjà en termes de structure du diagramme. Et puis sur ce diagramme-là, bon, on retrouve, hein, finalement des droites qui représentent le RT log de la P2O2 pour chacune des réactions. Donc là, j'ai pris l'exemple du nickel qui s'oxyde sous forme de NiO, du chrome qui s'oxyde sous forme d'oxyde de chrome, et de l'aluminium qui s'oxyde sous forme d'oxyde d'aluminium. Donc en fait, hein, chacune de ces barres-là représente globalement, à chaque point, l'énergie de la réaction nécessaire pour avoir la transformation du métal vers l'oxyde. Donc on verra que c'est globalement des valeurs qui sont négatives, ce qui veut dire que le sens de réaction, il va des produits, donc du métal, qui va s'oxyder vers la formation des oxydes. Voilà. Donc là, par exemple, hein, ce qu'on peut voir tout de suite comme information sur ce diagramme, quand je compare l'oxyde de nickel, l'oxyde de chrome et l'oxyde d'aluminium, globalement, hein, l'oxyde de nickel, c'est l'oxyde le moins stable, hein, qui va se former pour des énergies de réaction les plus faibles. À l'inverse, hein, l'oxyde le plus stable, ça va être l'oxyde d'aluminium dans ce cas-là. Donc en gros, hein, ça revient à dire que l'aluminium, hein, c'est le métal entre ces trois métaux-là, c'est le métal qui est le plus oxydable. Ça, c'est la première information que le diagramme va nous donner quand on compare différentes réactions et la formation de différents oxydes métalliques. Ça c'est un premier point. Voilà, donc après, si je continue, donc là j'ai toujours mon diagramme, hein, qui n'a pas changé. Ce qu'on peut tracer par exemple, hein, sur ce diagramme-là, on peut tracer des courbes, donc là je pars de moins 273 là, et en fait je peux tracer des lignes d'isopression partielle d'oxygène. Donc par exemple, hein, sur cette ligne-là, je suis à une pression partielle en oxygène constante de 10-20 atmosphères. Sur cette ligne-là, je vais être à 10-30, 10-40, 10-60, etc. Bon, là, j'ai pris quelques valeurs un peu arbitraires, et c'est pour vous montrer que sur chacune de ces lignes-là, on va se retrouver avec une atmosphère où la pression partielle en oxygène, elle est de la valeur qui est affichée ici. Et donc, ces valeurs-là, elles s'obtiennent en faisant la projection, en fait, on part ici, hein, du zéro absolu, jusqu'à une projection sur la ligne, hein, quand je fais tout le tour, là, sur la ligne de P2O2. Donc, quand je projette, par exemple, un axe, une droite ici, de là, donc si je prolongeais jusqu'ici, hein, sur un véritable diagramme de Milgram, je tomberais une pression partielle en oxygène qui serait à 10-1, 10-30, 40, etc., en fonction des différentes lignes que je vais choisir. Donc ça, c'est une deuxième information. Donc on a en abscisse, hein, comme je disais, la partie température, et on a ici, ce qui fait tout le tour, la partie pression partielle en oxygène. C'est ça que je ne sais pas affiché ici sur le diagramme, mais ici, quand on se retrouve à zéro, on est à la pression atmosphérique, donc on est à une atmosphère en oxygène. Donc on peut aller très bas en pression partielle, hein, on peut quasiment aller jusqu'à des unités, des valeurs infinitésimales en pression partielle en oxygène, jusqu'à la pression partielle, jusqu'à une pression partielle en oxygène, allant jusqu'à une atmosphère qu'on va retrouver ici. Donc on va balayer, hein, ici de une atmosphère jusqu'à des valeurs de plus en plus faibles quand on va redescendre au niveau de cette ligne noire qui fait tout le tour du terrain. Et puis également, comme je le disais juste avant,
on a des droites comme ça d'isobars, d'isopression partielle d'oxygène qu'on peut tracer assez facilement, qui nous permet d'avoir globalement des domaines de pression partielle en oxygène. Donc ça, c'est la deuxième information. Donc après, là c'est pour vous montrer un petit peu comment on utilise le diagramme pour aller déterminer des pressions partielles en oxygène. C'est juste pour illustrer globalement ce genre d'information, mais généralement, on s'en sert pas directement comme ça de ces valeurs. Donc, ce qui est important, donc ce que je disais tout à l'heure, ça j'aurais pu le rappeler avant. Donc, en gros, ici, on a à chacune des droites, là, ça correspond aux droites d'équilibre pour les pressions partielles en oxygène pour observer la transformation de l'oxyde de nickel en NO. Donc en gros, quand je suis ici sur la ligne, je suis à l'équilibre, donc je suis vraiment à l'équilibre de cette réaction. Et puis, on va le voir juste après, plus concret de le montrer ici. Donc là, j'ai ma droite d'équilibre du chrome qui s'oxyde en oxyde de chrome. Donc là, sur cette droite-là, je suis à l'équilibre. Donc j'ai mon équation qui est régie. Donc mon système, il est en équilibre. À la fois, on a le chrome métallique et le chrome sous forme d'oxyde qui est à l'équilibre dès lors qu'on est sur cette ligne-là. Par contre, si je vois par exemple ma pression partielle en oxygène qui remonte, c'est ce que j'ai matérialisé ici, par la flèche, finalement le système, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il y a plus d'oxygène dans l'atmosphère, il va avoir tendance naturellement, pour rétablir l'équilibre, à essayer de former l'oxyde. On va avoir globalement l'oxyde de chrome, on va favoriser l'oxydation du chrome sous forme d'oxyde quand on va par exemple augmenter la pression partielle en oxygène. Et à l'inverse, quand on va diminuer la pression partielle en oxygène, donc je vais déstabiliser cet équilibre-là. Donc, ce qui veut dire que finalement, ma réaction, elle va avoir tendance à partir dans l'autre sens, donc c'est-à-dire à observer la réduction d'oxyde de chrome sous forme de chrome métallique. Donc là, je rappelle, je suis à l'équilibre, donc j'ai le chrome et l'oxyde de chrome qui cohabitent. Et quand je suis au-dessus de cette ligne-là, je favorise la formation de l'oxyde de chrome qui va devenir l'espèce stable. Et quand je suis en dessous de cette droite-là, donc pour des pressions partielles en oxygène plus faibles, je déstabilise mon oxyde de chrome et donc je favorise la formation de chrome métallique. Donc c'est ça aussi que nous donne comme information le diagramme, c'est en fonction de la température et de la pression partielle en oxygène, je vais savoir dans quel sens va évoluer mon système. D'un côté, ça va favoriser le déplacement de la réaction vers la formation de l'oxyde, et de l'autre côté, on va favoriser la réduction de l'oxyde sous forme d'oxyde de chrome. Et quand on est sur la ligne, on est à l'équilibre, on a les deux espèces qui cohabitent. Est-ce que c'est clair pour cet exemple-là? Est-ce que vous avez des questions? Si vous voulez que je répète quelque chose. Non, c'est pas de question ou non, pas clair? Ok. Ok, vas-y, pose ta question. Si c'est ce que t'as pas compris. N'hésite pas à prendre la parole directement au micro. Ouais, ça sera plus simple. J'ai pas très bien compris pourquoi c'est plus favorable, le sens. J'ai pas compris en fait. Pourquoi ça va dans un sens et pourquoi ça va plutôt dans l'autre? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Donc quand je suis sur ça, en fait, ma réaction elle est à l'équilibre. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai du chrome dans mon matériau, par exemple, le chrome il va être en équilibre avec son oxyde. Donc là, la réaction, on va dire que tu es dans un état stable. En gros, il se passe rien. Quand tu es sur cette ligne-là, il se passe rien. À l'inverse, si jamais tu te retrouves par exemple avec une pression partielle en oxygène qui augmente, donc comme il y a plus d'oxygène dans le système, tu vas avoir tendance à favoriser la formation de l'oxyde de chrome. C'est ce que nous dit le diagramme. Tu vas passer finalement que sur cette ligne-là, si tu augmentes la pression partielle en oxygène, donc tu vois là ici tu as la droite qui représente la pression partielle en oxygène, donc elle va remonter.
donc tu vas favoriser la formation de l'oxyde de chrome. À l'inverse, si jamais tu t'écartes de cette ligne-là, avec tu as par exemple dans ton enceinte, en présence de ton métal, une pression partielle en oxygène qui diminue, donc je vais aller dans ce sens-là, sur la pression partielle. Donc je m'écarte de cette droite-là, donc je suis plus à l'équilibre, je déstabilise le système, et donc mon oxyde de chrome, il va avoir tendance à, il va évoluer vers la formation de chrome métallique, parce que quand je suis en dessous de cette droite-là, l'espèce stable pour cette réaction-là, ça va être le chrome métallique, et quand je suis au-dessus, l'espèce stable, ça va être l'oxyde de chrome. Et tout ça, ça va être géré principalement par la pression partielle en oxygène, qui fait que quand tu es au-dessus, c'est plutôt ça va être l'oxyde de chrome, l'espèce stable. Donc ton métal, il va avoir tendance à s'oxyder, principalement pour former l'oxyde. Et à l'inverse, quand tu diminues ta pression partielle en oxygène, si jamais ton chrome métallique il est dans l'atmosphère, là globalement, ce que ça veut dire, c'est que tu n'as pas assez d'oxygène pour autoriser l'oxydation du matériau, donc il va rester sous forme de chrome. Donc on peut faire à titre d'exemple, on peut faire la même chose pour l'oxyde d'aluminium. Donc si jamais je m'écarte, donc là j'ai tracé la droite. Finalement on a l'aluminium qui va en présence d'oxygène qui va s'oxyder sous forme d'oxyde d'alu. Donc selon vous, qu'est-ce qui se passe si jamais je m'écarte dans un sens ou dans un autre pour cet oxyde-là? Par exemple, si j'augmente la pression partielle, ok, bah, c'est bien. Si j'augmente la pression partielle en oxygène, mais qu'est-ce qui va se passer ici? Là, n'hésitez pas à répondre dans le chat, ou à prendre la parole directement. Oui, quelle est l'espèce qui va se stabiliser en fait, si j'ai de l'aluminium là dans le système, donc ok, c'est plutôt l'oxyde, formation d'oxyde d'alu, ok, c'est ça. C'est bon pour tout le monde là? Bon, c'est juste réappliquer rapidement ce que j'ai dit tout à l'heure. On retrouve la même chose. Et puis à l'inverse, si jamais ma pression partielle en oxygène elle diminue, globalement, ce qui va se passer, c'est que mon métal, il va disparaître. Enfin, l'oxyde va se réduire et on va avoir l'aluminium qui va être présent sous forme métallique. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon, t'as compris. Ok, donc ça, est-ce que c'est bon pour tout le monde là? Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'après, on va avoir besoin de ces notions-là pour les prochaines slides, donc que vous ayez bien compris ces choses-là. Donc, si c'est bon, je vais repasser en plein écran. Vous pouvez expliquer la statistique là. En fait, pour la partie aluminium, c'est la même chose. Alors là, j'ai pas mis les équations, mais c'est exactement la même chose. En fait, ça va dépendre de ta pression. Enfin, altitude, c'est un grand mot, mais ça va dépendre de la pression partielle en oxygène, en fait. Effectivement. Il faut dire que finalement entre le sol et même en altitude, on va dire que les pressions partielles en oxygène ne sont pas forcément très très différentes. Sont un peu plus faibles en altitude, mais ça va un peu au-delà de ça en fait. On verra en application par la suite ce que ça peut représenter. Mais globalement, ce que ça nous dit grâce à ce diagramme-là, c'est quand je suis dans une atmosphère à une certaine température, mon métal ou mon oxyde va évoluer dans un sens ou dans un autre, soit vers la formation de l'oxyde, soit vers la formation du métal. Ok, donc hop, là, c'est ce que j'ai dit, je repasse ça. Donc autre info qui est assez intéressante, donc par exemple là j'ai tracé une ligne à 800 degrés, donc j'ai retracé les courbes d'iso-pression partielle en oxygène, les courbes qu'on va appeler isobar. Et l'autre information qui est intéressante ici, c'est que, par exemple, si je souhaite connaître la pression partielle en oxygène nécessaire pour oxyder du chrome à 800 degrés,
Ah oui, j'ai pas corrigé, donc la aluminium, c'est pas grave. Donc ce que je peux faire ici, c'est que en traçant une droite qui va partir de là, qui passe par le point d'intersection entre la courbe verte qui représente la droite d'équilibre du chrome et la température ici à 800 degrés. Donc, on va voir la droite apparaître ici, la droite en vert. Donc une droite que j'ai tracée qui part ici, attention, zéro absolu, donc de moins 273, ça c'est important. Parce que si vous partez d'ici, ben, votre droite elle va faire ça et vous n'allez pas tomber sur la bonne pression partielle. Donc faites bien attention à ça, hein. On le verra encore par la suite, mais j'insiste. Si vous tracez une droite qui intercepte à la fois la température à 800 degrés et votre droite d'équilibre entre le chrome et l'oxyde de chrome, on arrive ici, alors voilà, là j'ai volontairement coupé, mais normalement si on projette jusque là, on trouverait globalement sur le diagramme d'Ellingham une pression partielle à 10-26 atmosphères. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour permettre l'oxydation du chrome à 800 degrés, il faut que la pression partielle en oxygène soit au moins de 10-26 atmosphères, donc ça reste très faible. Hein. Donc autant dire qu'à 800 degrés, bah, le chrome devrait s'oxyder spontanément, comme la plupart des oxydes métalliques. Mais, typiquement, voilà le genre d'informations qu'on arrive également à tirer. Alors, autre chose que j'ai pas forcément tracé ici, on peut faire le même exercice. Donc, par exemple, si je veux connaître l'énergie de réaction nécessaire pour permettre, enfin, l'énergie de la réaction ici. Donc, par exemple, si je trace une droite, par exemple. Donc, par exemple, si je trace une droite qui intercepte à la fois, encore une fois, ma droite que j'ai tracée à 800 degrés et ma droite d'équilibre sur la réaction d'oxydation du chrome, bah, j'arrive ici à connaître également l'enthalpie de réaction à cette température-là. Donc ça, c'est une deuxième information à laquelle nous permet d'accéder le diagramme d'Ellingham. Hein. Donc, ça nous permet de connaître à la fois, je vais faire en direct, hein, parce que normalement, quand je suis en présentiel, c'est plus facile, hein, je peux tracer sur le tableau, etc. Mais là, c'est pas le cas. Donc, je fais un peu comme je peux. Voilà, tac. Donc voilà, également ici, donc on peut avoir l'enthalpie libre de réaction de la réaction d'oxydation du chrome à 800 degrés, qui correspondrait, bon, globalement ici, pas forcément à l'échelle, à peu près à 580, 575 kJ par mol. Sachant que ça, j'ai mis une échelle arbitraire, c'est pas forcément les vraies valeurs. Et voilà, donc, comment la pression partielle que graphiquement, bah, là, le graphique, globalement, il te permet de la déterminer, en fait, sans faire de calcul, etc. C'est comme une sorte d'abac, en fait, si tu veux. Je réponds à la première question de Doué, puis après, je répondrai à ta question, Mohamed. Donc, effectivement, ce graphique-là, c'est une sorte d'abac qui te permet graphiquement de déterminer la pression partielle et également l'enthalpie libre de réaction, juste en traçant, en fait. En traçant, c'est à une température donnée, tu traces cette droite-là, et ça te donne à la fois la pression partielle, mais également l'enthalpie de réaction. Donc ça, c'est pour la première question. Et effectivement, donc, en fait, c'est pas le plus le delta G, il est petit, c'est en fait plus il est négatif, si tu veux, plus en fait ça traduit que ton métal va s'oxyder spontanément. Donc, plus il va vouloir évoluer facilement vers la formation d'oxyde. Donc je dirais pas forcément plus petit, mais je dirais plus négatif. En fait, plus l'enthalpie libre est négative, donc plus ton métal il est bas dans le diagramme, plus il va avoir tendance à s'oxyder facilement. Donc, par exemple, ici, ce que ça veut dire, c'est que l'aluminium, il est plus oxydable que le chrome, qui lui-même est plus oxydable que le nickel. Donc, des trois éléments qu'on a là, on a le nickel, qui est le moins oxydable, puis le chrome, puis l'aluminium. Plus on est bas dans le diagramme, donc plus l'enthalpie de réaction est faible, plus on va avoir un métal qui va être sensible à l'oxydation, qui va s'oxyder facilement. Et ce qu'on va voir aussi, donc par exemple, là, si je déplace ma croix là ici, si je veux connaître par exemple la pression partielle nécessaire
nécessaires à l'oxydation de l'aluminium, par exemple, toujours à 800 degrés, hein, je ne change pas la température. Donc je fais la même chose, hein, je prends ma droite ici de moins 273, je tire une droite ici qui passe à la fois par la température à 800 degrés et qui intercepte ma droite d'équilibre entre l'oxyde d'aluminium et entre l'aluminium et l'oxyde d'aluminium, et on va voir hein, globalement que, alors là, je n'ai pas les valeurs exactes, hein, je vais le faire un peu à la douche. Et donc là, on peut voir que globalement, ici, hein, la pression partielle, elle va être bien plus faible, hein, on va être à 10, à 45, comme ça, un peu à la douche. Et puis après, pareil, hein, si je veux connaître l'enthalpie de réaction à cette température-là, ben pareil, hein, je trace la droite ici qui va intercepter la température à 800 degrés et la droite d'équilibre, et je vais pouvoir déterminer ici l'enthalpie de réaction. Et effectivement, en comparant les enthalpies de réaction, on peut voir également que, comme c'était l'objet de la dernière question, on peut voir que l'aluminium, il est plus oxydable parce qu'il a une enthalpie de réaction plus faible. Ça veut dire qu'on va favoriser hein, le déplacement de l'oxydation du métal vers la formation de son oxyde. Bah, c'est vrai, c'est exactement ça. De toute façon, la plupart des métaux, en fait, si tu veux, ils n'existent pas à l'état natif, sauf les métaux qu'on va appeler nobles, hein, comme le cuivre, encore à la rigueur, on peut le trouver sous forme métallique, l'argent et l'or, hein, qui sont des matériaux nobles. Eux, on va les trouver dans le minerai sous forme purement métallique, et à l'inverse, tous les autres métaux, on va les trouver sous forme d'oxyde, hein. Par exemple, tous les aciers, dans les aciers il faut du fer, le fer il est extrait à partir d'oxyde de fer, et ensuite il y a des traitements chimiques, etc., de réduction qui te permettent de sortir l'oxyde, qui te permettent de réduire l'oxyde sous forme de métal. Mais effectivement, pour tout ce qui est extraction minière, la plupart des minerais sont sous forme d'oxyde. Le nickel, on l'extrait sous forme d'oxyde, le chrome sous forme d'oxyde, le fer sous forme d'oxyde. Globalement, sur Terre, hein, les minerais sont extraits sous forme d'oxyde au départ, et sont ensuite transformés pour obtenir le matériau métallique. Et c'est pour ça que la plupart du temps, quand vous laissez l'acier, etc., un acier, on va dire, pas inoxydable, un acier ou même du fer, tout simplement, comme il y a de l'air dans l'atmosphère, spontanément, il va vouloir se réoxyder, donc il va vouloir retourner vers son état le plus stable, qui va être l'oxyde de fer. C'est pour ça que, même si donc, plus on est faible, moins on a besoin d'oxygène pour déplacer. Oui, c'est exactement ça, c'est ça. En fait, c'est la pression partielle en oxygène va être d'autant plus faible que le matériau, que l'élément va être bas dans le diagramme, et donc il va s'oxyder plus facilement pour des plus faibles pressions partielles en oxygène. Donc il va être plus oxydable, entre parenthèses. C'est ça que ça veut dire, quoi. Donc voilà, est-ce que la détermination là, des pressions partielles, la détermination des enthalpies de réaction, la comparaison des oxydes entre eux, là, c'est clair pour tout le monde là, sur ces explications? Je vous demande si c'est clair parce que globalement, après je vais vous faire travailler un petit peu. Et donc, que vous ayez bien compris, pour qu'on puisse faire l'exo que j'ai préparé pour la suite. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je peux réexpliquer. Il n'y a pas de problème. Donc, ça a l'air d'être plutôt bon pour la plupart d'entre vous. Donc voilà. Donc après, ce que je vous propose de faire là, je vais vous faire réfléchir un petit peu. La première chose, c'est est-ce que vous avez tous récupéré ce